Chaque année en Suisse, plus de 50 000 personnes sont victimes d'un infarctus du myocarde, d'un arrêt du cœur ou d'une attaque cérébrale. Des hommes et des femmes de tous âges sont concernés, et même des enfants. Nous pouvons déjà faire beaucoup. Mais les maladies cardiovasculaires restent la cause de décès la plus fréquente, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. On pourrait sauver plus de vies et éviter plus de maladies et de handicaps. La Fondation suisse de cardiologie agit précisément dans ce but. Par le soutien à des projets de recherche prometteurs, pour aider à mieux comprendre les causes des maladies cardiovasculaires, à les détecter de manière plus précoce, à mieux les prévenir et à les soigner plus efficacement. Par des renseignements et des conseils, pour que les patients et leurs proches reçoivent des informations fiables et compréhensibles sur leur maladie, et pour que les personnes touchées aient un interlocuteur qui les soutient et les conseille. Par l'information et la prévention, pour que plus de personnes sachent comment réduire leurs facteurs de risque et tirer profit au mieux de leurs ressources de santé. Par le soutien au suivi médical, pour que les patients atteints de maladies cardiovasculaires reprennent confiance en leurs capacités physiques et pour qu'en dépit de la maladie, leur vie reste digne d'être vécue. Par des connaissances qui sauvent la vie, pour qu'à l'avenir, plus de personnes sachent reconnaître une urgence cardiovasculaire et agissent correctement. Fondation suisse de cardiologie, active contre les maladies cardiaques et l'attaque cérébrale. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous accueillir ici pour une conférence publique. Moi, je m'appelle Andra Houm, je suis neurologue à l'hôpital cantonal de Fribourg et puis j'ai le plaisir de vous accompagner pour cette conférence publique qui se fait évidemment encore une fois en forme virtuelle vu la pandémie. Nous sommes ici sur site à Lausanne avec les référents, les orateurs et puis j'aurai le plaisir tout à l'heure de vous présenter un programme très riche et très varié. Cette conférence a été organisée par la Fondation suisse de cardiologie dont vous avez eu tout à l'heure un petit vidéo d'introduction. Et puis, ça me tient au cœur encore de ma part de remercier la société d'avoir organisé ça et puis de remercier tous les donateurs et toutes les donatrices qui font possible d'avoir ces sortes d'informations, cette sorte de conférences publiques. Nous avons un programme qui s'affiche chez vous. Donc, vous voyez, c'est un programme riche. Nous aurions une présentation du professeur Patrick Michel, un expert pour les maladies cérébrovasculaires, neurologue, médecin-chef au CHUV. Nous avons, et puis je suis très contente, aussi une présentation de Madame Suzette Rémière, qui est l'infirmière spécialisée qui s'occupe particulièrement de l'éducation thérapeutique, un aspect très important. Pour finalement prévenir un AVC. Et puis elle va vous montrer que c'est possible. Et puis, troisième partie, je me réjouis particulièrement de pouvoir avoir un débat avec Monsieur Christian Salamin, monsieur qui est victime d'une attaque cérébrale par le passé et puis qui va nous présenter d'une part ses expériences très personnelles, mais surtout aussi son projet très ambitieux, Ride for Stroke. À la fin, il y aura une vingtaine de minutes pour poser des questions.
Et puis, je vous encourage déjà d'ores et maintenant sur votre site web, vous voyez tout en bas un petit bouton rouge pour envoyer vos questions. Donc, posez vos questions, envoyez-les. On va après les grouper et puis on va essayer de répondre à ces questions lors de la discussion, en sachant que parfois on n'arrive pas à répondre à toutes les questions. Mais on va faire de nos mieux. Et puis, il y a encore un peu plus bas, après que vous avez envoyé vos questions, un autre bouton rouge où vous pouvez participer à un concours. Là aussi, je vous invite bien de profiter de cette occasion. Maintenant, par contre, je ne voudrais plus prendre plus de temps pour l'introduction. Et puis, je suis très contente de pouvoir présenter le professeur Patrick Michel qui va vous donner la première présentation sur les AVC, les mécanismes, les signes et les traitements, comme je vous ai déjà mentionné. Professeur Patrick Michel, il est médecin-chef et puis directeur du centre cérébrovasculaire ici à Lausanne, au CHUV. Patrick, merci. Voilà, merci beaucoup Andrea pour l'introduction. Merci à la Fondation Suisse de Cardiologie pour l'organisation de cette soirée qui nous tient à cœur parce que nous croyons qu'on peut faire plus et on peut faire mieux pour éviter les attaques et mieux gérer les séquelles des attaques cérébrales. Je crois que presque tout le monde comprend pourquoi un AVC est important. Vous connaissez peut-être la vérité, c'est que l'attaque cérébrale, c'est une des causes principales de handicap durable et de mortalité dans le monde entier, en Suisse, en Afrique, aux États-Unis, etc. On sait entre-temps qu'un traitement spécialisé et rapide augmente au moins 2 fois la chance de s'en sortir indemne d'une attaque cérébrale. Et finalement, important, on sait que 80 à 90% des attaques cérébrales pourraient être évitées si on changerait un peu notre style de vie, si on irait régulièrement chez les médecins et on prend les médicaments parfois nécessaires pour la prévention. Ayant dit cela, je vous montre encore une petite vidéo de la Fondation Suisse de Cardiologie pour l'importance de l'attaque cérébrale. S'il vous plaît, la vidéo. Vous avez déjà vu ici le premier message, c'est-à-dire il faut essayer de reconnaître les symptômes typiques d'une attaque cérébrale. On va vous le répéter. Vous avez vu, il s'agit d'une perte de la force du visage, une perte de la force d'un bras, un problème de la parole. Ça, c'est les signes clés pour reconnaître une attaque cérébrale. Et là, on vous montre une deuxième vidéo, de nouveau de la Fondation, qui vous montre un exemple qui est évidemment joué, ce n'est pas réel, mais un exemple comment un AVC se présente, mais aussi comment il faut réagir rapidement. Reconnaître l'attaque cérébrale, sauver des vies. En cas de paralysie au visage, dans les bras ou de troubles de la parole. Appelez immédiatement le numéro d'urgence 144. Voilà, vous avez vu, c'est l'apparition soudaine, inattendue, ou au réveil le matin, après la nuit, d'une paralysie du visage, d'une paralysie du bras, c'est d'habitude soit à droite, soit à gauche,
Eh bien, d'un problème de la parole. Si au moins un des 3 symptômes est présent, et parfois c'est les 2, c'est les 3, mais au moins un des 3, il faut penser à l'attaque cérébrale. Les Anglais, ils utilisent le terme FAST, F pour face, A pour arm, S pour speech. Donc un problème à ce niveau-là devrait vous faire réagir. Vous voyez ici à droite quelques autres symptômes plus rares, mais quand même un problème aigu soudain de la vision, un vertige sévère et aigu, ou bien un mal de tête sévère, soudain, c'est d'autres symptômes de l'attaque cérébrale. Voilà, donc essayez de retenir au moins les 3, le visage, le bras et la parole comme symptômes annonciateurs d'une attaque cérébrale où il faut immédiatement appeler le 144. Maintenant, ayant dit cela, c'est jamais faux. Si quelqu'un fait un malaise, vous êtes peut-être au début pas tout à fait sûr. Est-ce qu'il s'agit d'une attaque cérébrale, d'un problème du cœur, un autre type de malaise? Toujours au début, juste vérifier que le patient respire, qu'il a un pouls, et bien qu'il est donc avec un cœur qui marche et qu'il respire. Si ce n'est pas le cas, vous savez, la Fondation Suisse de cardiologie vous le répète, il faut réanimer le patient, mais si le patient est conscient, eh bien, s'il a un pouls et il respire, là, c'est plutôt un AVC. Et là, effectivement, il faut aussi faire tout de suite le 144, garder un contact avec le patient, le laisser coucher, soit sur le dos, soit sur le côté, et surtout, rien donner à manger, ni d'aspirine, rien à boire, pas de sucre non plus. Alors, on a surtout alerté tout de suite le 144. Et bien, après, si vous avez le 144 au téléphone, ils vont vous poser des questions. Vous êtes qui? Dites-nous où vous êtes. Quel est le nom ou l'âge du patient, si vous le connaissez? Quelle est la situation? Quel est le problème? Est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il respire? Et là, vous devez aussi essayer de faire de sorte que les ambulanciers puissent entrer dans l'immeuble ou puissent avoir accès, évidemment, au patient pour le sortir et amener rapidement à l'hôpital. Voici donc les gestes qui sauvent la vie, qui sauvent le cerveau et qui font que les gens ont une meilleure chance de s'en sortir en bonne santé. La prochaine partie, je vais vous faire une petite introduction de qu'est-ce que c'est un AVC, c'est-à-dire quels sont les mécanismes. Et là, je vous dis à peu près la même chose que je raconte chaque année aux étudiants de médecine. Donc, soyez préparés, ça va être intéressant, parfois un peu compliqué, mais on essaie de garder les choses simples. Donc, il y a 2 types d'AVC. D'une part, un arrêt de la circulation dans le cerveau parce qu'il y a un caillot qui monte dans le cerveau et qui bloque une artère. Et ça, c'est vite en 90% de tous les AVC. Ça s'appelle un AVC ischémique. C'est un peu comme un bouchon dans les coronaires qui fait un infarct du myocarde. Le bouchon ici, il se trouve dans les artères du cœur. Plus rarement, c'est un autre problème de la circulation, c'est un éclatement de l'artère dans le cerveau, une hémorragie cérébrale, donc une artère qui lâche et qui laisse sortir le sang dans le cerveau, une hémorragie cérébrale. Voici les 2 types d'attaque cérébrale. Vu que le premier type, le caillot, est plus fréquent, je vous donne un tout petit peu plus de détails pour ce type d'attaque cérébrale, c'est-à-dire ce caillot, souvent ou la plupart du temps, il monte dans l'artère, dans la carotide, il monte vers le cerveau. Et là, il y a évidemment une diminution de la circulation dans une partie du cerveau. Après, il manque l'oxygène, le sucre, dans cette partie du cerveau, ce qui fait justement que le patient a une paralysie du visage, une paralysie du bras et il perd la parole. Voici donc la manière comment ce caillot monte dans le cerveau, bloque les artères et fait les symptômes typiques d'une attaque cérébrale. Vous vous posez peut-être la question, mais ils viennent d'où ces caillots? Ils se produisent où dans le corps? Et là, la réponse, c'est surtout 3 réponses. Vous avez à droite ici un schéma du cœur et puis les grandes artères, les carotides qui montent dans le cerveau et les petites artères à l'intérieur du cerveau. Et les caillots peuvent se former, numéro 1, soit directement à l'intérieur des artères du cerveau, parce que ces artères peuvent être malades. Deuxièmement, vous pouvez avoir des plaques de graisse, l'athérosclérose, dans les artères carotidiennes qui vont vers le cerveau et qui
qui se détachent et montent dans le cerveau. Et le troisième endroit typique pour les caillots, ils peuvent se former dans le cœur parce que le cœur, il est malade ou vous avez un problème du rythme du cœur. Et puis, ces caillots peuvent monter avec le sang et les artères dans le cerveau pour bloquer les artères. Voici donc l'origine de ces caillots. Et là, vous voyez, on a déjà bien avancé. Bientôt, on va tous recevoir notre diplôme de médecin, mais on n'est pas encore tout à fait là parce que j'aimerais bien que vous compreniez ce qui se passe quand un patient arrive aux urgences d'un hôpital qui traite les AVC. Donc, vous avez l'ambulance qui amène le patient dans un hôpital équipé pour le traitement des AVC. Là, aussi rapidement que possible, on fait une image du cerveau, soit un scanner ou une IRM du cerveau, ce qui nous permet justement de différencier ces deux types d'AVC. Je vous ai mis une image au nord d'un AVC ischémique, donc l'AVC le plus fréquent, celui qui fait que l'artère elle est bloquée et ça vous donne cette tache blanche, vous voyez au nord cette tache blanche. En bas, vous voyez aussi une tache blanche, mais qui est entourée de noir, et ça c'est justement le sang chez quelqu'un qui a une hémorragie cérébrale. Dans le premier cas, au nord, on va effectivement déboucher maintenant rapidement les artères pour que le sang circule de nouveau. Par contre, dans le deuxième cas en bas, dans les hémorragies, il faut essayer d'arrêter le saignement. Donc là, on essaie de faire de sorte que l'hémorragie reste petite. Voici donc ce qui se passe quand vous venez à l'hôpital en urgence par les ambulances pour le traitement de l'AVC. Et là, vous voyez les heures qui passent, c'est-à-dire on sait que le plus vite on arrive à l'hôpital et le plus vite qu'on traite ces AVC, le mieux on a de la chance de guérir. Et justement pour les AVC avec les caillots, les AVC ischémiques, on doit soit faire une thrombolyse, c'est-à-dire on donne une perfusion de médicaments qui peuvent dissoudre les petits caillots dans le cerveau. Et si un caillot est plus grand, plus conséquent, on va aller dans les artères avec des stents et d'autres outils pour déboucher les artères mécaniquement, un peu comme le font les cardiologues au niveau du cœur. Chez nous, les radiologues le font au niveau du cerveau. Et vous voyez, les heures passent rapidement. Et le plus vite qu'on traite, si on traite à 2 heures, 3 heures, on est nettement plus efficace que si on traite à 4 heures, 5 heures, 6 heures. Là, vous voyez une sorte de limite artificielle de 6, 7, 8 heures. La vérité, c'est que certains patients peuvent avoir encore un bénéfice un peu plus tard, parfois jusqu'à 12 heures, rarement jusqu'à 24 heures. Donc, il n'y a pas une limite fixe, mais le plus vite qu'on arrive, le plus on a de chances d'avoir un succès. Alors, j'arrive presque à la fin et là, je vous introduis maintenant le problème donc des causes ou des facteurs de risque. Pourquoi les artères et le cœur deviennent malades, font ces caillots ou font ces hémorragies. Et là, nous, on distingue 2 types de facteurs de risque qui font les attaques du cerveau et les attaques du cœur. Et le premier type, c'est les facteurs de risque dits modifiables, donc que vous, nous, tout le monde ensemble peut améliorer, traiter, gérer. Là, vous avez donc les plus fréquentes, c'est l'hypertension, c'est le tabagisme, le diabète, trop de cholestérol et la fibrillation de l'oreillette du cœur, le pouls irrégulier du cœur qui s'appelle la fibrillation. Donc tout ça facilite la formation de caillots ou aussi d'hémorragie cérébrale. Il y en a d'autres, comme vous voyez en bas, la mauvaise nutrition, trop de vin, trop d'alcool, le fait qu'on ne bouge pas assez, l'inactivité physique, trop de poids, et finalement même le stress est entre-temps reconnu comme facteur de risque pour les AVC et les attaques du cœur. Donc vous voyez qu'il y a là une dizaine, il y a quelques autres, mais une dizaine qu'on peut traiter, qu'on peut prévenir, qu'on peut intervenir, soit avec le style de vie, soit avec des médicaments. Et donc finalement, il y a quelques facteurs de risque qu'on n'arrive pas à modifier. Vous n'êtes pas surpris que l'âge est quelque chose qu'on ne peut pas tellement changer, le sexe masculin non plus. Après, l'hérédité, elle joue aussi un certain rôle, heureusement pas si grand que ça. Et quelqu'un qui a déjà fait une fois un AVC ou un infarct du myocarde a un risque légèrement élevé d'en refaire un, mais justement avec la bonne prévention, ce risque, il est contenu.
Voici donc ces fameux facteurs de risque et on aura la chance tout à l'heure d'écouter Mme Rémiard nous expliquer plus en détail comment les gérer, comment les détecter et quoi faire pour les éviter. Donc, je résume mon intervention. Ici, il faut reconnaître l'AVC. Vous vous souvenez, apparition soudaine d'une paralysie du visage, d'une perte de la force du bras, d'un problème de la parole. On appelle le 144 immédiatement, au moins après qu'on s'est assuré que le patient respire et que le pouls est présent. Numéro 2, à l'hôpital, nous, les spécialistes, on fait immédiatement cette image du cerveau pour savoir est-ce que c'est une ischémie ou une hémorragie. Et après, si c'est une ischémie, on essaie de dissoudre ou enlever le caillot qui bouche les artères. Et finalement, pour les mécanismes, on a parlé des caillots pour l'ischémie, on a parlé des facteurs de risque qui les causent et des hémorragies cérébrales, la rupture de l'artère. Et donc, voici la transition tout à l'heure pour la deuxième présentation de Mme Rémiard qui va vous expliquer cette deuxième partie. Merci beaucoup pour votre attention. Voilà, merci Patrick pour cette excellente présentation qui a bien démontré que c'est important aussi de comprendre ce qui se passe pour avoir de la sécurité, de savoir comment on va réagir, d'avoir une idée sur les traitements et puis surtout aussi encore mieux de soigner, de traiter, ça sera de prévenir. Et puis c'est maintenant mon plaisir d'accueillir, d'annoncer Madame Suzette Rémiard qui va nous faire cette présentation. Elle est infirmière spécialisée. Elle s'occupe de l'éducation thérapeutique, donc elle va vous expliquer en détail comment on peut intervenir pour ces facteurs de risque qui ont déjà été nommés par professeur Michel tout à l'heure. Donc, s'il vous plaît. Bonsoir. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir dans le cadre de cette conférence sur l'AVC et je remercie déjà la Fondation suisse de cardiologie de m'avoir invitée. Le professeur Michel nous a parlé de l'AVC, des causes, comment réagir et puis il nous a introduit un petit peu les facteurs de risque. Pour ma part, de mon côté, je vais vraiment essayer de voir ensemble avec vous si c'est possible de prévenir un AVC et comment on peut faire. D'après une étude qui a été publiée en 2016, Interstroke, les auteurs ont identifié 10 facteurs de risque qui sont associés à 90% des AVC. Alors, les conclusions sont claires. Si on adopte un mode de vie sain, on peut diminuer jusqu'à 90% son risque d'AVC. Alors, pour répondre à la question, oui, c'est possible de prévenir un AVC. Et durant cette présentation, on va voir ensemble comment on peut y arriver avec certaines recommandations. Alors, le professeur Michel, tout à l'heure, nous a montré les facteurs de risque. Comme il a dit, il y a des modifiables et des non modifiables. Ce soir, pour ma part, je vais m'attarder plutôt sur ceux sur lesquels on peut agir. Toujours d'après l'étude Interstroke, j'avais envie de vous présenter sous forme de graphique l'implication de chaque facteur de risque modifiable dans ces 90%. Et puis, on peut voir que l'hypertension a vraiment une très grande place dans ces 90%, avec 47% d'augmentation du risque. La sédentarité qui suit tout de suite après avec 36% et qui a vraiment gagné beaucoup de terrain ces dernières années. On va en parler après. Et puis, après, vous avez tous les autres, dont le cholestérol, qui quand même est à 27%. Pour la suite de la présentation, ce qui sera important, c'est de faire un peu la distinction entre deux types de prévention, c'est-à-dire la primaire, c'est quand on n'a pas eu d'AVC et qu'on veut prévenir un AVC. Et la secondaire, c'est quand on a eu un AVC et qu'on aimerait prévenir la récidive, ça veut dire éviter d'en refaire un autre. Alors, que ce soit pour prévenir un AVC ou prévenir la récidive, la règle d'or, finalement, qui paraît toute simple, mais qui n'est pas si facile à mettre en place au quotidien, c'est d'adopter des habitudes de vie saines,
de dépister et de traiter les facteurs de risque. Et puis, on va voir ensemble comment on peut faire. On va commencer par les habitudes de vie qui peuvent avoir un impact sur votre risque de faire un AVC. Tout d'abord, l'alimentation. Tout à l'heure, dans le graphique, vous avez peut-être remarqué que l'alimentation peut avoir un impact d'environ 23% sur le risque de faire un AVC. Nous, on aime mieux parler d'une alimentation protectrice qui va nous protéger contre les maladies cardiovasculaires plutôt qu'un régime. On n'aime pas tellement ce terme. Et puis, l'alimentation qui a vraiment fait ses preuves, c'est l'alimentation de type méditerranéenne, qui est souvent associée avec la pyramide alimentaire et puis qui diminue le risque de maladies cardiovasculaires si on adopte ces grandes recommandations qui sont déjà de varier les plaisirs. Vous voyez dans le cerveau, il y a plein de couleurs, il y a plein d'aliments différents. Alors l'idée, c'est vraiment de varier, de manger des fruits et des légumes différents, des fruits de saison. Et là, ça va porter ses fruits, c'est un jeu de mots. De manger équilibré, 3 repas par jour. La règle des 5 fruits et légumes est toujours d'actualité. 3 légumes et 2 fruits d'environ 120 grammes par portion. Diminuer la viande rouge, augmenter la consommation de poissons et favoriser plutôt les viandes maigres, les viandes blanches. Une alimentation riche en fibres, ça veut dire tout ce qui est céréales complètes, pauvre en sel, en sucre et en graisse. Aussi, ce qui est important, c'est quand même d'éviter de manger tout ce qui est déjà pré-cuisiné. C'est quelque chose qui, c'est des bombes de sel, de sucre et de graisse. Alors, préférez plutôt d'acheter des aliments frais et de cuisiner vous-même si c'est possible. Puis la dernière chose, surtout, n'oubliez pas de garder la notion de plaisir dans votre alimentation parce que ça va vous permettre de rester motivé sur le long terme et de garder vos bonnes habitudes. Et puis, faites des petits écarts de temps en temps. Il y a le chocolat noir qui même pourrait avoir des effets bénéfiques sur notre risque d'AVC. Ça veut dire qu'il pourrait même diminuer, mais 2 carrés par jour. Il faut être modéré dans notre consommation. Ensuite, au niveau de l'alcool, 1/5 de la population suisse aurait une consommation à risque d'alcool. La recommandation actuelle est assez stricte. Ce serait d'éviter complètement la consommation d'alcool. Je pense que c'est un peu difficile pour certains. On est en Suisse, dans un pays où le vin est à l'honneur, alors ça peut paraître un peu difficile pour certains. Ceux qui veulent en consommer, l'idée, c'est d'en consommer le moins possible et d'avoir au moins 2 jours par semaine sans alcool. Et puis, on a parlé de consommation à risque. Pour les femmes, c'est considéré à risque à partir de 2 unités par jour ou plus. Une unité, ça équivaut à 1 déci de vin. Vous pouvez voir les équivalences sur la présentation. Et pour les hommes, c'est 4 unités ou plus. Pourquoi on vous dit de ne pas consommer d'alcool, que c'est mauvais pour la santé? C'est que trop d'alcool, sur le long terme, ça va provoquer l'apparition de certaines maladies. Ça peut être l'hypertension, ça va favoriser l'hypertension, certaines maladies du foie, des cancers, et puis aussi l'AVC, surtout hémorragique. Si vous avez envie d'aller évaluer votre consommation, vous pouvez aller sur le site alcoquiz.ch. Et puis, si vous êtes inquiet par rapport à votre consommation, vraiment, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin traitant ou d'aller voir un spécialiste qui va vous aider justement à gérer votre consommation. Alors, faire de l'activité physique, oui, bien sûr, mais de limiter le temps en position assise, c'est vraiment une des dernières recommandations des autorités sanitaires pour justement agir sur cette sédentarité qui est de plus en plus, on a vu tout à l'heure, 36% dans le risque d'AVC, c'est quand même énorme. Alors, quand on parle de position assise prolongée, on parle de plus de 8 heures par jour. C'est sûr qu'avec cette pandémie aussi, avec le télétravail, avec le fait qu'on est à la maison, peut-être qu'on est plus sédentaire. Alors, l'idéal, la recommandation, ce serait de diminuer ce temps assis à moins de 3 heures par jour. Comment faire? Il y a plusieurs astuces. Ce qui est recommandé, c'est toutes les 30 minutes d'essayer de se lever, de bouger.
Et puis, ben vous, ça fait 30 minutes que vous êtes devant l'écran à regarder notre présentation. Alors, vous pouvez vous lever, aller vous chercher un verre d'eau, faire un peu d'activité et puis revenir nous trouver après. Si vous faites ça, vous allez mettre toutes les chances de votre côté, justement, pour éviter de développer certaines maladies. Concernant l'activité physique, bien sûr que c'est important. Une activité physique qui a un bénéfice pour votre santé va être une activité physique d'intensité modérée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on va se promener au bord du lac, tranquille, on regarde les oiseaux et tout, ça va nous faire plaisir pour la tête, pour notre corps. Mais ça aura moins d'impact pour éviter de développer certains facteurs de risque et certaines maladies que si on est un peu essoufflé. Ça veut dire de la marche rapide ou ce que vous voulez, mais il faut que le cœur travaille. Et puis, on conseille aussi au moins 2h30 par semaine ou, si vous préférez, 30 minutes par jour. Et puis, sinon, ceux qui préfèrent faire plus d'intensité élevée, c'est 1h15 par semaine d'activités qui font transpirer. Il y a beaucoup de patients qui ont fait des AVC qui nous posent la question s'ils peuvent reprendre une activité physique après un AVC. Alors, la réponse est oui, évidemment. Et c'est même recommandé de reprendre une activité physique adaptée à votre situation le plus tôt possible parce que ça va vraiment diminuer votre risque de récidive. Ça va même améliorer vos fonctions cognitives, ça veut dire peut-être plus de concentration, moins de fatigue, etc. Et ça va jouer aussi sur votre récupération motrice au niveau musculaire. Alors, n'hésitez pas à reprendre une activité physique. Oh, pardon. Désolée, j'ai pris le mauvais bouton. On parle de surpoids quand on a un indice de masse corporelle dès 25 et d'obésité dès 30. Alors, l'indice de masse corporelle, vous avez le calcul, c'est le poids en kilos divisé par la taille au carré, qui va vous permettre de vous situer par rapport à ça. L'indice de masse corporelle, c'est une mesure qui a été validée au niveau mondial pour identifier les adultes à risque d'obésité. Et puis, ça permet aussi d'avoir des statistiques et de voir l'évolution et puis de mettre des actions concrètes en place pour vraiment freiner l'évolution de l'obésité. En Suisse, on peut voir que la proportion des personnes obèses a vraiment doublé en 25 ans. Et puis, actuellement, en Suisse, il y a 42 % d'adultes en surpoids et 11 % en obésité. Les conséquences du surpoids et de l'obésité, ça va être surtout que ça va favoriser le développement d'autres problèmes, comme l'hypertension, le cholestérol, le diabète et j'en passe. Alors, si vous avez envie de perdre du poids, que vous n'y arrivez pas seul, il y a aussi des spécialistes, votre médecin traitant, des diététiciennes qui peuvent vous accompagner dans ce parcours pour perdre du poids et mettre toutes les chances de votre côté. Au niveau du tabac, il y a un quart de la population suisse qui fume maintenant. Et évidemment, la première recommandation, la plus importante, ce serait d'arrêter complètement le tabac. Parce que le tabac, ça a des conséquences vraiment importantes sur notre santé, que ce soit au niveau pulmonaire, au niveau cardiaque et aussi au niveau des maladies cardiovasculaires. On dit que même une cigarette par jour, tous les jours, c'est la chronicité aussi qui est mauvaise, augmente votre risque d'AVC parce que ça entretient l'inflammation dans vos artères et ça favorise l'athérosclérose, ces plaques de graisse et de cholestérol dans nos artères. Alors, vraiment, l'idéal, c'est d'arrêter complètement. On peut voir sur le graphique les effets positifs à court et moyen terme de l'arrêt du tabac, ce qui peut vous motiver peut-être à arrêter et à maintenir aussi l'arrêt sur le long terme. Alors, on voit qu'après 20 minutes, la tension artérielle va se normaliser. Après une année, vous divisez par 2 votre risque de faire un infarctus du cœur. Et puis, entre 2 et 5 ans après l'arrêt du tabac, vous rejoignez le risque des non-fumeurs. Alors, c'est vraiment encourageant. Et puis, en plus, quand on sait qu'un AVC sur 4 pourrait être lié au tabac, on vous encourage fortement à arrêter. C'est pas facile. Si vous avez besoin d'aide pour arrêter, il y a vraiment beaucoup de choses qui existent. Il y a des lignes Stop Tabac, il y a des sites Internet. Et puis, le fait de consulter un spécialiste de l'arrêt du tabac peut même augmenter vos chances d'arrêter de 70 %.
Alors, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous et à les consulter. Concernant le stress, c'est le stress chronique d'intensité élevée et prolongée qui va vraiment augmenter votre risque de développer certaines maladies. On peut voir sur cette image tous les effets possibles sur votre corps, hein, ils sont nombreux. Ça peut être l'augmentation du taux de sucre, du taux de cholestérol, favoriser les palpitations du cœur, une prise ou une perte de poids, voilà, il y en a plein. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quand on est stressé, il y a plein de patients qui nous demandent, je suis stressé, mais je fais quoi? Déjà, je pense d'en prendre conscience, c'est déjà la première étape. Et puis après, il existe vraiment plusieurs méthodes qui sont efficaces. Il suffit de trouver celle qui vous convient. Ça peut être la sophrologie, ça peut être la méditation, ça peut être aussi d'avoir des bonnes habitudes de vie qui vont vous aider à diminuer le stress. Il y a des astuces aussi au quotidien comme dormir, faire des activités que vous aimez, pas essayer d'être parfait, voilà. Et puis si tout ça ne fonctionne pas, vous pouvez aussi peut-être demander une aide psychologique ou faire appel à votre médecin pour essayer de trouver ensemble un chemin qui va faire en sorte que vous allez diminuer ce stress. Alors, c'était pour les habitudes de vie, on a fait le tour. Et puis maintenant, je vous propose de voir les facteurs de risque qui sont modifiables. Alors déjà, on a vu tout à l'heure que l'hypertension compte pour 47 % dans les 90 qu'on a vu tout à l'heure pour le risque d'AVC. Alors, un contrôle strict de votre hypertension, ça va être vraiment une des premières actions qui va être la plus importante pour prévenir un AVC. On sait qu'une personne sur 4 environ est hypertendue en Suisse. Et on voit aussi qu'un tiers ne savent pas qu'ils sont hypertendus. Alors, ils ne le savent pas parce que souvent, quand on est hypertendu, on n'a pas de symptômes. On ne sait pas. Et d'où l'importance vraiment d'aller se faire dépister une fois par année, minimum, dès 18 ans. Pourquoi 18 ans? Parce qu'il y a aussi des formes familiales. Ça veut dire que si on a dans notre famille proche des gens qui ont de l'hypertension, peut-être qu'on a plus de risques d'en développer plus tôt aussi. Alors, plus on le dépiste tôt, plus on le traite et plus on évite les conséquences néfastes sur notre santé. On commence à parler d'hypertension quand on a des valeurs en dessus de 140 sur 90, voire moins si on est jeune ou avec des facteurs de risque. Si c'est mesuré plusieurs fois à distance. Alors, si votre médecin vous parle d'hypertension, peut-être dans un premier temps, il va vous proposer de modifier vos habitudes de vie, tout ce qu'on a vu tout à l'heure ensemble, avant de traiter, pendant 3-6 mois environ. Et si après 3-6 mois, vous êtes toujours hypertendu, à ce moment-là, peut-être qu'il pourra vous proposer un médicament, un anti-hypertenseur, qui peut vraiment bien contrôler l'hypertension et puis réduire votre risque de faire un AVC. Par contre, après un AVC, si vous êtes hypertendu, on va traiter tout de suite pour vraiment diminuer le risque de récidive. Le cholestérol, alors c'est un sujet qui fait beaucoup de débats. On en parle un peu partout dans les médias. Vous avez souvent beaucoup de questions. Est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce qu'on n'en fait pas une tonne pour rien? Est-ce qu'on doit traiter vraiment ou pas? Alors, il y a beaucoup d'interrogations au sujet du cholestérol et du traitement par les statines. Il y a beaucoup d'études fiables qui montrent vraiment une relation claire entre un taux élevé de mauvais cholestérol, le LDL, et l'augmentation du risque cardiovasculaire. Alors, là-dessus, il n'y a vraiment pas de doute. Après, pour le traitement, si vous êtes en prévention primaire, vous vous souvenez tout à l'heure, on a vu la différence entre les deux. Ça veut dire que vous n'avez pas fait d'AVC, vous êtes peut-être jeune, sans trop de facteurs de risque. Peut-être, voilà, vous commencez par modifier vos habitudes de vie et on va vous suivre et voir l'évolution. Par contre, si vous êtes à risque élevé, ça veut dire souvent après un AVC, on est considéré comme un risque élevé, prévention secondaire. Et là, souvent, on traite parce qu'on veut vraiment mettre toutes les chances de votre côté pour éviter qu'il y ait une récidive. Et puis, ça peut réduire de 25 % ce risque. Quand on a un taux de sucre trop élevé dans le sang, on va parler de diabète. Trop de sucre dans le sang trop longtemps, ça peut avoir des conséquences
peut endommager différents organes du corps, les reins, le système nerveux et aussi nos artères, parce que ça va favoriser l'athérosclérose. Alors, pour tous ces facteurs de risque, c'est la même chose. Il faut vraiment faire un dépistage, changer les habitudes de vie et traiter si nécessaire. C'est un peu le même schéma pour tous les facteurs de risque. Alors, pour le diabète, on parle de dépister à partir de 45 ans, voire avant si vous avez d'autres facteurs de risque. Vous avez les valeurs normales et puis celles à partir desquelles on commence à vous parler de diabète ou de prédiabète, hein, l'intolérance au glucose parfois. Et puis, pour le traitement, de toute façon, on va vous demander de modifier votre habitude de vie parce que le surpoids influence beaucoup le diabète et le manque d'activité physique. Fait que de toute façon, que vous soyez en prévention primaire, secondaire ou quoi que ce soit, quand on a un diagnostic de diabète, c'est important de modifier ses habitudes de vie. Et puis, avec votre médecin, c'est votre médecin qui va vous suivre et voir avec vous s'il y a une nécessité d'introduire un médicament, un antidiabétique. Quand on est diabétique, le médecin va être un peu plus sévère aussi avec les autres facteurs de risque. On va être plus sévère avec la tension artérielle, on va vous donner une statine pour le cholestérol pour vraiment diminuer ce risque cardiovasculaire. La fibrillation auriculaire, c'est un trouble du rythme le plus fréquent et puis qui est, disons, le plus, entre guillemets, dangereux pour faire un AVC. C'est, disons, le système électrique du cœur qui est un peu défaillant et puis le cœur bat de façon complètement désordonnée. Vous avez un rythme cardiaque souvent qui est irrégulier, qui bat peut-être un peu trop vite. Et puis à ce moment-là, il y a une mauvaise circulation dans votre cœur. Ça va favoriser peut-être le développement de caillots. Et ce caillot peut partir, monter jusqu'au cerveau et boucher une artère et causer un AVC. Alors, c'est important, comme tous les autres facteurs, de dépister aussi. Ça veut dire, prenez de temps en temps votre fréquence cardiaque. Hein. Vous pouvez prendre au niveau de la carotide ici, au niveau du poignet. Il y a même les montres connectées maintenant. Il y a certaines montres qui peuvent vous aider à détecter ça. Et puis, surtout à partir de 60-65 ans, parce que l'âge agit beaucoup sur la fibrillation auriculaire. Ça augmente beaucoup avec l'âge. Si vous sentez qu'il y a quelque chose... Alors, souvent, la fibrillation auriculaire va être asymptomatique. On sent presque rien. Alors, c'est pour ça que le dépistage, de contrôler régulièrement votre fréquence, va être important. Il y a aussi parfois des palpitations, le cœur qui s'emballe, plus essoufflé quand vous faites de l'activité physique. Alors, à ce moment-là, consultez votre médecin. Il va faire un enregistrement de votre cœur et puis à ce moment-là, on pourra détecter s'il y a une fibrillation auriculaire. Si le diagnostic est établi, souvent, le premier traitement sera de prendre un médicament anticoagulant qui va liquéfier le sang et diminuer le risque de faire des caillots. Et vous voyez qu'il y a une réduction de 65 % des AVC, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Alors, avec tout ce qu'on a parlé, les habitudes de vie, les facteurs de risque, évidemment, ça a un impact sur l'athérosclérose. Si on a des mauvaises habitudes de vie et qu'on ne détecte pas et qu'on ne traite pas ces facteurs de risque, on va accélérer le processus de l'athérosclérose. Ça veut dire qu'on va peut-être avoir l'athérosclérose plus jeune et plus sévèrement. Alors, d'autant plus que c'est important de faire attention à tout ce qu'on a discuté aujourd'hui. Et puis, l'athérosclérose, c'est une des causes principales d'AVC. Alors, voilà, ça a toute son importance. Et puis, si vous êtes un peu curieux, que vous avez envie d'aller estimer votre risque de faire un AVC, il y a plein de choses qui existent, mais il y a une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone qui s'appelle Riscomètre de l'AVC. Vous allez répondre à des questions et puis ça va faire une évaluation sur 5 ou 10 ans de votre risque de développer un AVC. Et puis, sur le site de la Fondation suisse de cardiologie, vous pouvez aussi faire le test cardiovasculaire. C'est un peu dans le même système. Vous répondez à des questions. Et puis après, ils vont aussi vous donner des pistes pour améliorer votre mode de vie. Et puis, finalement, il y a le cardiotest qui s'effectue en pharmacie. Il y a 500 pharmacies certifiées en Suisse. Et puis là, on va vous faire une analyse du cholestérol, votre glycémie, la tension artérielle. Et puis, après, quelqu'un va discuter avec vous des résultats et puis vous donner des pistes aussi pour améliorer votre mode de vie et votre santé.
Ce que j'aimerais vraiment que vous reteniez ce soir de ma présentation, c'est plus vous allez faire de choses au niveau de des habitudes de vie, plus vous allez dépister et traiter vos facteurs de risque et plus vous allez mettre les chances de votre côté d'éviter un AVC et jusqu'à 90 %. Alors, ça vaut la peine. Vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez vraiment agir pour votre santé. Et puis, n'hésitez pas à demander l'aide de votre médecin. Vous pouvez travailler main dans la main pour éviter un AVC pour la suite. Je remercie de nouveau la Fondation suisse de cardiologie et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Excellent. Donc, je remercie Madame Remillard encore une fois pour cette présentation très importante, très intéressante et puis, j'ose dire aussi très positive. Je pense qu'elle nous a montré qu'on peut prendre action, qu'on peut agir et puis qu'on peut prévenir un AVC. Maintenant, avant qu'on passe à la troisième partie, il y a une toute petite pause d'environ 3 minutes parce que nous, on va changer un tout petit peu la scène. Profitez de lutter contre le sédentarisme, levez-vous, marchez un tout petit peu et puis on se réjouit de vous revoir tout à l'heure. Il y a d'abord la vidéo, non? Ah d'accord, je suis désolée. Alors, rebonjour, désolée pour la petite panne de programme. Donc, on est maintenant de retour dans une ronde à 4 personnes. Avec nous maintenant aussi M. Salamin, qu'on va écouter tout à l'heure, qu'on va
faire un entretien ensemble. Je vous ai annoncé au début le programme qu'on a la chance de pouvoir discuter avec quelqu'un qui a fait l'expérience d'une attaque cérébrale et puis surtout qui a fait un chemin très particulier par la suite. Vous allez découvrir avec moi tout à l'heure. Vous vous rendez compte qu'on est maintenant ici en ronde sans porter des masques, mais on garde bien les distances. Donc, on a toujours encore toutes les mesures de sécurité en place. Donc, je propose qu'on va aller voir maintenant la vidéo qui s'appelle Ride for Stroke avant qu'on reprend la discussion avec M. Salama. Je m'appelle Christian Salama, j'ai 55 ans. Je suis papa de 4 enfants et grand-papa de 2 petits-enfants. Je suis un passionné de cyclisme depuis mon très jeune âge. Mon père m'a offert mon premier vélo à l'âge de 8 ans et j'ai commencé à faire des courses à l'âge de 13 ans. Après, j'ai couru dans les juniors. Ça a toujours été ma passion, le cyclisme. Mon AVC est survenu le 10 août 2015 à 16h15 à mon bureau. Il s'agit d'un AVC massif. Lors de mon AVC, c'était le trou noir complet. J'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé, si ce n'est quelques flashs de quelques secondes par-ci par-là. J'ai compris que c'était très grave et que j'étais paralysé d'un côté. Avant mon AVC, j'étais un entrepreneur, patron d'une entreprise d'informatique, quelqu'un d'autodidacte. J'ai formé de très nombreuses entreprises, une dizaine dans ma vie. Le sport, ça a toujours été mon équilibre, mon oxygène. J'ai bien dû me rendre à l'évidence après mon AVC que je ne pourrais jamais remonter sur une bicyclette. Donc j'ai décidé de me tourner vers un tricycle. Il fallait trouver des compromis pour que je puisse piloter ce tricycle avec un seul bras et puis que ma jambe gauche qui n'arrivait pas à suivre le mouvement de pédalage puisse aussi être intégrée dans mon vélo. Les premières années, j'ai appris à comprendre mon corps et puis à construire un programme de réadaptation sur mesure. Et là, je décide de faire un périple de 1200 km pour me tester. Ce périple m'a apporté énormément de plaisir. Et là, je me suis dit que j'avais envie de réaliser un rêve que j'avais depuis longtemps, c'était de relier la route Eurovélo 3 qui relie la Norvège à l'Espagne et aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle avec mon tricycle. À travers ce projet, ce périple, soutenez-moi pour me permettre de sensibiliser la population à l'AVC qui touche 1 personne sur 6 en Suisse et de me permettre aussi de soutenir l'association Fragile Valais. Merci à tous. Nous sommes de retour ici en cette ronde. Et puis, je suis vraiment très contente, M. Salama, que vous avez accepté de venir ici ce soir et puis de discuter un peu avec vous de votre expérience très personnelle et puis, bien sûr, surtout aussi sur ce projet très ambitieux qui va certainement intéresser les personnes qui nous écoutent. Tout d'abord, j'ai cru comprendre dans la vidéo que vous êtes une personne très active, très sportive. Donc, pour vous, il n'y avait aucun signe d'alarme dans un premier temps de ça pourrait vous arriver de faire une attaque cérébrale. Ça vous est tombé dessus sans rien de tout. Absolument aucun facteur de risque. J'étais quelqu'un qui faisait énormément de sport, jusqu'à 10 000 km de vélo par année, en excellente santé. D'ailleurs, même mon médecin généraliste demandait chaque fois pourquoi je venais le trouver, parce que je n'étais pas un bon client. D'accord. Par contre, comme on a appris des facteurs de risque pour vous, il n'y avait vraiment rien eu. Donc, vous n'avez jamais pensé que ça pourrait vous arriver aussi non. À l'âge très jeune. Hein, oui, c'est arrivé à 50 ans. Je ne les avais pas encore. Et après 6 ans et de nombreuses investigations, la cause n'a toujours pas été trouvée. Ouais. Ouais, donc, alors, un des problèmes qu'on va peut-être encore discuter aussi par après, parce que nous avons appris que finalement aussi les traitements, la prévention, en partie, ça s'oriente vers la cause. Mais finalement, pour vous, vous avez bien décrit les premiers jours, c'était assez beaucoup de choses qui vous restent plutôt des flashs de souvenirs. Mais une fois que vous avez compris ce qui vous est arrivé, comment ça s'est passé pour vous, tout ce chemin de rééducation? Quels étaient aussi les facteurs motivants? Qu'est-ce qui vous a fait continuer, vous battre, lutter? Ça, c'est mon caractère à la base. Je suis quelqu'un qui a toujours été un battant. Déjà entrepreneur, j'ai l'habitude d'aller en face des problèmes et d'essayer de les résoudre. Et puis, depuis mon jeune âge, je suis quelqu'un de très actif.
Alors après, comment on vit ça? Vous savez, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. On ne sait pas ce qui nous arrive. D'abord, il y a une grande phase de déni qui dure presque une année. Il faut en gros 2 à 3 ans, en tout cas en ce qui me concerne, pour vraiment comprendre ce qui est arrivé. Ouais, de digérer aussi tout ça, ce que ça signifie, parce qu'on se rend compte que votre vie à nouveau, c'est une vie très active, très pleine, mais c'est une vie qui a bien changé. Donc, vous avez aussi, on a déjà eu l'occasion de parler un peu ensemble, vous m'avez bien fait part aussi de la situation, par exemple, pour votre travail. On a appris dans la vidéo que vous étiez quelqu'un très actif, qui avait des entreprises, qui gérait tout ça. J'étais quelqu'un multi-entrepreneur, j'ai fondé beaucoup d'entreprises dans ma vie. Toujours avec quand même toujours garder le plaisir du travail. C'était pas du stress chez moi, c'était quelque chose qui sortait naturellement. C'était plutôt quelque chose où j'arrivais à m'exprimer, donc ça me faisait plus du plaisir que du stress. Et puis mon oxygène, comme je l'ai dit dans la vidéo, c'était de faire du sport, du vélo particulièrement. Comme dirait, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Le vélo, c'est quelque chose que je fais depuis que je suis enfant, quoi. Ouais. Donc finalement, pour vous, si j'ai bien compris, on vous a coupé un peu comme les 2 chambres en même temps, dans le sens que dans un premier temps, vous n'avez pas pu reprendre le sport ni le travail. Donc c'était vraiment une situation très complexe pour vous, j'ai compris. J'ai essayé de travailler pendant 1 année et demie après la sortie de la clinique de réadaptation. Mais j'ai bien dû me rendre à l'évidence, c'est que j'étais plus en mesure de prendre des décisions cohérentes et d'être capable de suivre les conversations, suivre ce qui se passait. Je n'avais plus la capacité cérébrale suffisante pour être assez efficient pour diriger mon entreprise. Ouais. Donc j'ai dû accepter et décider de me séparer de mon entreprise, qui était mon bébé finalement. Ouais. Et puis voilà, c'était la décision à prendre. Je pense là aussi, vous mentionnez quelque chose qui est très important, c'est aussi les séquelles invisibles pour les autres, mais très visibles pour vous, beaucoup d'influence sur votre vie, donc de pouvoir gérer tout ça. Vous m'avez aussi dit que votre famille, ça jouait un rôle très important. Vous avez aussi mentionné dans la vidéo pour vous soutenir dans ces phases qui n'étaient pas toujours faciles. C'est essentiel, l'entourage, particulièrement mon épouse, qui était proche tout le temps, me soutenir, me remettre sur les rails dès que ça n'allait plus. Ça, c'est essentiel dans la partie post-AVC. Ouais, excellent. Après, vous avez pris l'initiative de refaire du sport. Donc, on a bien vu, le vélo, c'était le rêve dans un tout premier temps. Donc, vous n'avez pas lâché ce rêve pour reprendre et puis de faire les adaptations qu'il faut. Et puis de développer tout un projet, par contre, encore plus que de tout simplement profiter de pouvoir prendre le vélo, mais de faire ces sortes de périples. Donc ça s'est développé comment? Comment vous avez trouvé l'énergie, l'idée de faire tout ça? Vous savez, le sport, c'était mon moteur pendant toutes ces semaines, et particulièrement dans la phase aiguë, quand j'étais au CHUV, après mon œdème cérébral, où j'ai vraiment passé des jours vraiment très difficiles, je gardais dans ma tête toujours ce besoin d'évasion et de faire du vélo. Alors pendant des mois et des années, j'ai voulu absolument remonter sur un vélo. Il a bien fallu se rendre compte que c'était fini, terminé. Mon hémiplégie m'empêchait de retrouver l'équilibre. Donc le grand chemin, c'était d'accepter le fait que c'était plus possible pour moi de monter sur une bicyclette. Et puis là, mon épouse a beaucoup eu d'influence parce qu'elle m'a proposé d'aller sur un tricycle. Et j'ai bien rigolé au début. J'ai dit, non mais tu veux rire, un tricycle? Moi jamais. Et puis finalement, on a fait un essai et puis les premiers tours de pédale qui étaient très difficiles, et puis le fait de sentir de nouveau l'air qui frottait mon visage, j'avais les larmes aux yeux, j'ai dit non, ça c'est ce que je veux faire. Et puis j'ai commencé à refaire du vélo sur ce tricycle, mais bien sûr ça a été très compliqué, il a fallu des semaines et des années pour arriver à pédaler correctement. Avec l'aide d'ergothérapeutes, j'ai dû me faire construire une pédale orthopédique pour que ma jambe arrive à pédaler au même rythme que la jambe valide. C'était vraiment un long chemin. Et puis avec le temps, j'ai commencé à faire des centaines de mètres, des kilomètres. Et puis là, de nouveau, mon épouse me dit, mais écoute, si tu veux avoir plus de plaisir parce que tu es dans la souffrance, on va mettre une assistance électrique sur ton tricycle.
Et puis voilà comment est né Ride for Stroke, quelque part. Mon projet, c'est que j'ai commencé à pouvoir faire du vélo, entre guillemets, un peu comme avant, c'est-à-dire des distances et me faire plaisir. Et puis voilà, donc c'était un long chemin d'adaptation d'un vélo, de ne pas lâcher le projet. Et puis là, est venue dans mon idée de lancer un projet pour sensibiliser les gens à l'AVC et puis à communiquer aussi. Vous avez parlé de séquelles invisibles tout à l'heure, parce qu'on se sent vraiment incompris. C'est d'expliquer qu'est-ce qui se passe des fois après un AVC, notamment tous ces problèmes cognitifs qu'on vit, ces problèmes d'irritabilité, d'hyperémotionnalité qui sont difficiles à vivre, et puis difficiles à vivre pour l'entourage aussi. Donc l'objectif, j'ai créé ce projet, c'est de sensibiliser et d'informer les gens sur ce qui se passe après un AVC, parce que, comme vous l'avez dit avant, c'est quand même 16 000 personnes par année qui vivent ce genre de problème. Ouais. Alors, je trouve ça, c'est vraiment magnifique que vous avez pu réunir votre rêve avec en même temps quelque chose de très positif, donc de pouvoir sensibiliser les personnes. Parce que finalement, j'ai l'impression que vous êtes en train de nous démontrer par le fait d'avoir raconté votre histoire, de voir votre projet, ça vaut peut-être même un peu plus que toutes les explications théoriques que nous avons données tout à l'heure, qui sont importants bien sûr aussi, mais je trouve cette perspective, ça donne encore beaucoup plus de réalité. Et puis je pense là aussi, on est très très content et puis très reconnaissant que vous avez le courage et puis que vous mettez de l'énergie aussi pour des discussions comme on fait ici. Je pense que c'est très très apprécié. Vous savez, je reste un entrepreneur malgré tout, donc c'est aussi dans mon esprit de rester comme ça. Ça, l'AVC ne me l'a pas enlevé, bien heureusement, mais je reste quelqu'un qui aime entreprendre et avoir des projets. J'ai besoin d'avoir un os à ronger, un projet pour avancer. Ça, c'est dans ma nature. Et puis, justement, la communication faisait partie de mon métier précédemment. Donc, j'ai repris un peu tout ce que je savais faire et puis je l'ai mis dans ce projet. J'ai aussi utilisé tout mon réseau pour m'aider financièrement pour lancer ce projet. Et puis, voilà pourquoi je suis là ce soir. Excellent. Alors nous, de toute façon, on est très contents de pouvoir avec vous discuter et puis de profiter, entre guillemets, de ces expériences, de ces explications. Peut-être il y a aussi des questions de mes collègues qui sont ici aussi, qui vous écoutent. Puis je vous laisse volontiers aussi la parole, avant qu'on passe bien sûr aussi aux questions qui nous sont posées depuis le public. Et puis, je vous laisse la parole. Quand vous étiez à l'hôpital en rééducation et tout ça, est-ce qu'il y a des choses où vous dites « Ah, ça, on pourrait améliorer, on pourrait faire mieux pour les autres personnes qui vivent un AVC » ? Oui, bien sûr. Notamment, et ça, j'aimerais justement, après ce périple, j'aimerais, avec l'association Fragile que je vais soutenir, qui s'occupe des personnes cérébro-lésées, post-AVC ou TCC, c'est justement d'essayer d'apporter plus au niveau des hôpitaux, des centres de rééducation, plus d'informations qui viennent des gens qui ont vécu ça. Parce que vous pouvez parler avec des gens qui ne l'ont pas vécu. Bon, vous connaissez votre métier, mais quand vous l'avez vraiment dans votre peau, vous l'avez vécu, vous parlez de ça différemment. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais donner parce que ça m'a manqué. D'accord. C'est de pouvoir parler avec des gens qui ont passé par là et puis... Parce qu'on se fait des illusions des fois sur ce qu'on va vivre et puis on retombe de haut parce que ce n'est pas du tout ce qu'on s'imaginait. Ouais. Et peut-être de parler avec quelqu'un qui l'a vécu. Déjà à l'hôpital, déjà en rééducation. Oui, je pense assez. Ouais. Puis peut-être aussi avec les proches, parce que des fois, on est dans quelque chose qui est un schéma qu'on ne connaît pas du tout. Tout à fait, oui. On ne sait pas dans quoi on va se lancer. Après, il y a des professionnels qui vous entourent, des ergothérapeutes, des neuropsychologues, mais... C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, non. Et puis on vous dit souvent, je te comprends. Non, tu ne me comprends pas parce que tu n'as pas vécu mon truc. Et puis le fait de pouvoir échanger sur quelque chose, sur du vécu, c'est quand même complètement différent. Oui, d'accord, merci. Je trouve que c'est un point très important là aussi de pouvoir apprendre et puis de pouvoir intégrer et puis d'améliorer encore plus la prise en charge. Donc, on a aussi discuté qu'il y a des prises en charge spécialisées et puis vous avez vécu ça vous aussi, vous m'avez dit, parce que vous étiez près de l'hôpital de Martigny, si je ne me trompe pas, quand ça vous est tombé dessus, l'attaque. Par contre, vous étiez acheminé à un autre hôpital, à Sion, dans un premier temps, et puis ensuite au CHUV, parce que votre présentation
a mis en route toute une filière qui existe en Suisse pour pouvoir traiter le plus rapidement possible. Par contre, ça signifie que ce n'est pas toujours le plus près du domicile de la famille dans un premier temps, mais finalement que vous êtes pris en charge le plus rapidement possible pour pouvoir, espérons, diminuer les séquelles. Pour parler de cette prise en charge, moi je peux que remercier tous les gens qui m'ont traité parce que c'était parfait. Et il s'est passé 360 minutes exactement entre les premiers symptômes et le moment où j'étais hors d'affaires. Donc ça veut dire passage par l'hôpital de Sion en stroke unit jusqu'au transfert à Auchuve où là j'ai eu une thrombectomie qui a pris pas mal de temps parce que c'était compliqué, mais je peux rien dire, je veux dire c'était parfait. Ensuite de ça, j'ai été transféré dans un centre de rééducation pendant presque 3 mois. Après, c'est justement là qu'il faut apprendre à se débrouiller. Ça veut dire qu'après, le problème, c'est que vous ne savez pas à quoi vous raccrocher, puis il faut essayer de se débrouiller tout seul. Donc, il faut s'intéresser à ce qui vous arrive, parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Juste une petite question encore, après on peut passer aux questions des auditrices et auditeurs. Vous avez parlé du rôle important de votre réseau, mais surtout de vos proches, de votre épouse, qui vous a soutenu énormément, de vos enfants. Est-ce que votre relation à vos proches, elle a changé, leur relation avec vous? Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui pour vous, vos relations avec votre famille? Disons qu'il y a eu une période au départ d'incompréhension entre mes enfants et moi, parce que j'étais tellement différent qu'ils ne comprenaient pas mes décisions. Et ça a été un peu compliqué, mais bon, avec le temps, ça s'est amélioré, mais voilà. Et c'est vrai, c'est aussi pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est compliqué parce que la personne que vous connaissez, elle est là physiquement, mais elle n'est plus la même. Tout à fait. Elle décide, elle pense autrement. Et ça, c'est difficile pour l'entourage de comprendre. Et souvent, ça crée des distances ou des tensions. Disons que pour répondre à votre question, c'est plutôt à ce niveau-là. Puis au niveau professionnel, oui, bien sûr, ça a créé des grands problèmes parce que quand j'allais dans des conseils d'administration, que j'étais irrité, j'explosais en lançant tout par terre parce que j'étais plus capable de contrôler mes réactions. Et puis les gens, ils étaient surpris et offusqués parce que « Mais qu'est-ce qu'il est? Christian, qu'est-ce qu'il est? Quel malhonnête !» Et puis j'en pouvais rien parce que je ne pouvais pas me contrôler. Et puis moi, je voyais se dérouler la scène et puis je ne pouvais rien faire. Je n'avais pas de frein pour m'arrêter. Et puis après, j'étais triste et je pleurais de me voir comme ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi expliquer aux gens, c'est que on est totalement différents après. Physiquement, on est le même, mais ça ne fonctionne plus pareil dans le cerveau au niveau émotionnalité. Contrôle de l'émotion, les filtres qui permettent de contrôler l'émotion ont disparu. C'est toutes des choses qui sont, des fois, il faut communiquer là-dessus. C'est aussi un des sujets importants de mon périple, c'est de parler de ces séquelles invisibles qui sont représentées comme un iceberg. Il y a une partie que vous voyez, puis il y a toute une partie immergée qui c'est 80% qu'on ne voit pas, mais qui sont très embêtants et qui posent des problèmes relationnels, que ce soit cognitif, auditif, phobie, etc., irritabilité, hyperémotionnalité. C'est un point très, très important. Et puis, on se rend compte aussi que de participer à cette discussion, ça peut être aussi très émotionnel. Donc, on vous remercie de prendre quand même cette charge, entre guillemets, de nous reparler un peu de ces moments plus difficiles et puis d'illustrer encore une fois les séquelles peut-être pas tout de suite visibles, qui sont parfois un peu d'acceptation plus difficile. Mais vous savez, pour ceux qui sont pour moi, touchés, finalement, ce que je fais ce autres. soir, c'est une forme de thérapie parce que je dis toujours qu'il faut faire ce qui ne va pas pour que ça s'améliore. Si vous faites que ce qui va bien, vous ne vous améliorez pas. Donc, il faut que j'affronte les émotions pour je les gère mieux. Et c'est vrai que c'est difficile parce que j'ai des spasmes, là. J'ai la spasticité qui augmente dans tout mon corps. Mais c'est aussi une façon pour moi d'apprendre de la contrôler, que je suis en direct dans une émission. Très bien. Alors, de toute façon, encore une fois, mille merci déjà d'avoir répondu à toutes ces questions qui étaient très personnelles sur vous. Et puis, je propose qu'on va passer un peu aux questions des auditeurs, auditrices. Il y en a certes aussi des questions où on est intéressé d'avoir votre avis
également. Donc, j'ai là un petit iPad qui va me proposer plein de questions. J'ai la chance que moi, je ne peux que lire les questions et puis je peux les passer à mes collègues, à M. Salamin, pour donner une bonne réponse. Mais ce sont des questions de toutes sortes, donc des questions, peut-être une question très pratique. Quel est le taux des récidives des infarctus et l'AVC? Prendre l'aspirine cardio réduit-il le risque? Il y a aussi une autre question dans la même ordre. Est-ce que l'anticoagulation thérapeutique, est-ce qu'elle va diminuer ce risque? Donc, je pense, là, je vous laisse choisir qui va répondre à cette question, vu que ce sont les médicaments. On passe la parole à Patrick et j'aurai une autre pour vous par après tout de suite. Alors, le risque de refaire un AVC, c'est surtout très élevé les premiers jours, les premières semaines. Hein. Une raison de plus pour venir à l'hôpital, d'être surveillé, supervisé et surtout de tout de suite prendre les bons médicaments, les bonnes mesures pour éviter ce risque de récidive. On a pu démontrer dans des études que ce risque de récidive précoce, les premiers jours, est réduit d'environ 80% si on arrive justement dans un centre spécialisé. Après, sur une année, globalement, c'est environ 10% de risque de récidive. Hein. Sur la première année où il a le plus de récidive, après ça diminue, ce n'est pas chaque année 10%. Après, c'est de l'ordre de 1, 2, 3%. Mais justement, ça dépend beaucoup si vous arrivez à changer le style de vie, si vous arrivez à adhérer au traitement des médicaments, contrôler votre tension artérielle, faire des activités physiques, etc. L'aspirine et la dilution du sang, oui. Presque tout le monde qui a eu un AVC ischémique, donc les caillots dans les artères, a besoin après soit de l'aspirine, le clopidogrel, donc c'est des médicaments qui diluent un tout petit peu le sang, qui travaillent contre les plaquettes, ou bien carrément une dilution du sang. Et la dilution du sang, elle est par contre en général réservée à des gens qui ont des problèmes importants du cœur. Donc là, c'est à peu près 20-25% des patients qui ont un AVC lié au cœur qui ont besoin d'une dilution du sang et les autres plutôt l'aspirine ou le clopidogrel. D'accord. Alors, ça dépend beaucoup finalement aussi de l'origine de l'AVC, de trouver le meilleur traitement pour diminuer quand même considérablement les risques. Donc, excellent. Il y a d'autres questions, peut-être juste si on reste un peu dans cette optique de risque et puis de récidive. Une question, c'est fumer des pipes. Et quel est le risque? Donc, est-ce qu'il y a une différence entre fumer les pipes et puis les cigarettes? Je pense que c'est quelque chose qui se discute de temps à autre. Et puis, je suis sûre que vous avez des réponses pour ça. Alors, souvent, les patients nous disent, ben moi, je fume la pipe, j'avale pas la fumée et tout ça. Mais le fait, quand même, il y a quand même une combustion de tabac. Et c'est ça qui est nocif dans le fait de fumer. Et puis, même si vous ne l'avalez pas, vous l'avez au niveau de la région de la bouche et on sait même la fumée passive est nocive. Alors, fumer la pipe augmente aussi le risque de faire des AVC. Alors, pas d'excuses, donc pas tabac. Malheureusement, mais non. je pense que c'est important de faire le point parce que c'est vrai aussi, tout autour de ces discussions, comment on peut prévenir, il y a parfois aussi un peu celui-là, il a dit que, et puis on a vu que, et puis je pense aussi la discussion de l'alcool, il y a quelques années, on était un tout petit peu plus libéraliste. Tout à fait, oui. Et puis on a dû corriger. Donc je pense aussi que c'est important de se rendre compte qu'on ne peut pas donner une vérité pour toujours. Non. Pour l'instant, ce qu'on sait, alors ni de cigarettes, ni de tabac. Par contre, combattre le stress, parce qu'effectivement, le stress, je pense, ça a aussi intrigué nos auditeurs, auditrices. Finalement, la question très concrète, comment on voit le lien entre le stress chronique et puis les caillots qui se forment. Donc, peut-être là, c'est effectivement pour vous deux à donner quelques explications de plus. Ben, on a vu dans la présentation tout à l'heure que le stress pouvait avoir beaucoup d'effets sur notre corps. Augmenter le taux de sucre, augmenter le taux de cholestérol, prendre du poids et tout ça. Et ça, c'est tous des facteurs de risque qui vont indirectement augmenter votre risque de faire un AVC. Alors, évidemment, c'est un peu dans ce pourcent que le stress est aussi considéré comme un facteur de risque. D'accord. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose d'autre. C'est juste, et puis ça joue sur tous les organes du corps. C'est ça. Il inclut le cœur, donc ça augmente le risque de faire un infarctus du myocarde et toutes les maladies du cœur ou presque
augmente en elle-même de nouveau le risque de faire un AVC aussi. Donc c'est vraiment tout lié, mais souvent, comme Suzette dit, à travers des facteurs de risque traditionnels. Donc ça augmente la tension artérielle, le cholestérol, mais aussi les gens qui sont stressés, souvent ils ne vont pas dormir assez, ils ne vont pas aller dans la nature pour se détendre. Ils vont fumer plus, ils vont boire plus, ils vont manger plus. Ouais. Et c'est un cercle vicieux. Alors, la définition du stress, c'est quoi? Parce que pour vous, c'est quelque chose, pour moi, c'est différent. C'est vrai. Donc, le stress, il y a un élément objectif et subjectif. Et on pense que les deux sont importants. C'est le stress que vous vivez vous-même qui augmente le risque, mais aussi si quelqu'un de l'extérieur vous dit « mais dis donc, tu es quand même stressé », ça, c'est aussi vrai. Donc, un stress objectif qu'on peut mesurer, on peut le mesurer pour l'expérience scientifique, avec le taux d'adrénaline dans le sang, etc. Les deux types de stress, le stress qu'on sent soi-même, mais aussi le stress qu'on peut voir de l'extérieur ou mesurer, augmente le risque. Donc, c'est vrai qu'une définition précise du stress n'existe pas, mais à la fin, on a une idée. Qu'est-ce que c'est le stress quand même? Puis il y a eu des études aussi qui ont fait justement avec mesurer le stress, avec, comme tu dis, l'adrénaline et tout. Et puis, on voit la différence dans l'augmentation du risque d'infarctus, d'AVC et tout ça. Fait que c'est vraiment quelque chose. Dans mon cas, on n'a jamais trouvé vraiment la cause, mais on a un soupçon que peut-être j'avais trop de cortisol dans le sang pendant quelque temps, que les glandes surrénales travaillaient trop. Est-ce que vous avez des réponses à ça? Voilà, donc ça c'est un très bon exemple parce qu'exactement le cerveau, il donne le message, si le cerveau est stressé, il donne des messages notamment au système endocrinien, à la thyroïde, les glandes surrénales, le glucose. Donc tous ces hormones augmentent, si vous voulez, et mettent le corps sous stress. Après, il y a l'hypertension qui arrive, etc. Donc ces circuits sont très nettement liés et donc on est un peu frustré chez vous parce qu'effectivement, vous étiez en tellement bonne santé et on n'a pas trouvé la vraie cause. Est-ce que c'était l'explication qui suffisait chez vous pour faire cet AVC? On n'est pas sûr, mais peut-être elle joue un petit rôle. Ouais. Après, moi, mon explication, c'est qu'il y avait un certain nombre de paramètres et puis ce jour-là, ils étaient tous alignés et allez savoir pourquoi c'est arrivé. C'est la faute à pas de chance. Oui, j'ai un peu gagné à l'euro-million. Voilà, donc effectivement. Donc alors, il y a vraiment plein de discussions autour de ces facteurs de risque. Et puis, je pense que c'est aussi important parce que, comme j'avais déjà dit avant, encore mieux prévenir que soigner. Et puis, si soigner, en ce moment-là, rapidement soigner pour essayer d'éviter des séquelles à long terme. Et puis là, il y a juste quelqu'un qui nous pose une question concernant le diagnostic difficile et puis peut-être aussi la prise en charge plus difficile. C'est quelqu'un qui a eu une attaque cérébrale, mais qui n'avait pas de problème de la parole ni de paralysie, mais qui avait un problème d'équilibre et puis c'était moins rapidement reconnu. Peut-être là, on revient un peu aux symptômes que tu avais présentés comme symptômes clés et puis peut-être aussi les symptômes qui peuvent tout à fait arriver, mais qui sont peut-être un peu moins fréquents. C'est effectivement un problème que les symptômes typiques, la paralysie du visage, du bras, la parole, ça, c'est entre guillemets assez facile à reconnaître. Les gens réagissent, ils s'inquiètent. Mais après, il y a les symptômes plus atypiques ou plus rares, donc le vertige aigu, une perte de l'équilibre soudain, un mal de tête soudain, inhabituel, voire une perte de la vision à gauche, à droite, une vision double soudainement. C'est des symptômes qui peuvent être dus à l'attaque cérébrale aussi, qui sont moins fréquentes et ainsi plus souvent ratées. Et ça nous arrive presque chaque jour, je veux dire régulièrement, de ne pas être sûr est-ce que c'est un AVC ou pas. Ni les ambulanciers, ni les personnes eux-mêmes, ni nous, les spécialistes, les urgentistes à l'hôpital. Souvent, les images, l'IRM, notamment le scanner, ça aide. Mais là encore, ce n'est pas toujours noir et blanc. Donc, ça nous arrive parfois d'être incertain, voire de rater un AVC aussi, c'est déjà arrivé, hein, on ne le cache pas. Donc, voilà, ça fait partie du quotidien. Mais dans le doute, si vous avez un de ces symptômes, consultez une fois de trop, on va vous investiguer. On va essayer de trouver la cause du problème, vous expliquer et prendre les mesures nécessaires. Effectivement, c'est peut-être aussi un peu mon impression personnelle en tant que neurologue qu'on a un seuil plus bas aujourd'hui de nous appeler
pour une suspicion d'attaque cérébrale, ce que je trouve très important. Donc, de ne pas nous appeler seulement, je dirais, en situation catastrophe, en situation des déficits clairs et nets, mais de nous appeler surtout là aussi où il y a l'incertitude pour pouvoir agir rapidement et puis d'être prêt rapidement pour la plupart des personnes qui ont besoin. Et justement, c'était un des problèmes pendant maintenant la pandémie du Covid. Il y avait plusieurs problèmes liés à la reconnaissance des attaques du cœur et du cerveau. D'une part, les gens n'osaient plus appeler le 144 parce qu'ils ont dit « je ne vais pas boucher les urgences de l'hôpital ». Ils sont occupés avec les patients Covid. Donc ça, c'était une réaction qui, à terme, elle est fausse parce que tout le monde mérite d'avoir un traitement, une reconnaissance. Et d'autre part, les gens étaient plus isolés. Ça veut dire leur voisin ou leur ami ne les a plus visités. Ainsi, les autres personnes n'ont plus reconnu qu'il y a eu une petite attaque. La bouche à travers, soi-même, on ne le reconnaît pas toujours. Le problème de la parole, si on parle à la personne, vous ne le reconnaissez pas. Donc, on a eu pas mal de patients qui sont restés seuls à la maison sans reconnaître leur AVC. Et bien, 3 jours plus tard, quand le facteur a passé ou quelqu'un d'autre, il a dit « ça ne va pas, vous devez consulter ». Et là, c'était vraiment une période difficile aussi pour cette raison. Absolument. Ça m'amène juste pour une autre question que je trouve importante, question difficile. Comment faire face à un soupçon d'AVC quand on vit seul? Parce qu'on est un peu dans cette situation d'un isolement, peut-être pas toujours autant complet comme lors de la pandémie, mais ça me semble quand même une question importante. On aura peut-être quand même quelques points à discuter, quelques propositions. Voilà, donc c'est la même chose. Quand même, vous viviez seul, tout à coup, votre bras, il est paralysé. Arm, face, arm, speech. Donc, votre bras, il est paralysé même pour 5 minutes, 10 minutes. Il reprend la force. Ça, c'est pas bon, c'est pas normal. Tout à coup, vous avez la peine à articuler. Soit vous parlez à votre chat, vous parlez au téléphone, vous avez la peine à parler. Il faut le prendre au sérieux. Tout à coup, vous avez la peine à marcher avec l'équilibre. Soit le matin au réveil, soit dans la journée, même si ça passe, c'est la fameuse alerte transitoire, l'attaque transitoire, là, il faut s'inquiéter. Et c'est vrai, à la fin de la journée, si vous êtes en compagnie, en général, l'AVC se reconnaît plus rapidement, l'alerte, elle arrive plus rapidement, voilà, ça c'est la réalité, mais on ne va donc quand même pas négliger des symptômes, et typiquement, c'est des symptômes qui sont transitoires, qui passent tout seuls, qui sont négligés. Et attention, les hommes, eux aussi, malheureusement, ils négligent souvent leurs symptômes. Ils disent « oui, ça passait » ou « c'est pas grave ». Eh bien, là, ce n'est pas le bon geste, ce n'est pas le bon moment de renoncer à consulter les spécialistes. Peut-être d'autant plus si on est seul de ne pas banaliser les symptômes. Et puis, si on dort, parce qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, ça peut arriver au réveil. Et puis, souvent, de garder peut-être son téléphone sur la table de nuit, ça peut être un réconfort aussi, qu'on puisse appeler quelqu'un. Parce que même si on a un côté qui est paralysé, après, est-ce qu'on a le réflexe? Ça, c'est une autre histoire. Mais ça peut être des astuces comme ça, d'avoir une personne, on se dit, on peut l'appeler ou un voisin ou quelque chose comme ça. Absolument. Donc, d'avoir un certain réseau et puis peut-être juste plutôt être préparé que ça pourrait arriver et puis d'en avoir pas besoin que d'avoir la mauvaise surprise et puis d'être pas du tout préparé. Et je pense peut-être encore l'élément important aussi, quelque chose qui passe et puis qui fait pas mal, peut être sérieux parce que parfois, s'il y a un peu des maux de tête avec, on consulte peut-être plus rapidement. Et puis, je ne sais pas si c'est une recette fribourgeoise, il n'y a pas toujours le sommeil qui aide. Donc, si on a un problème le soir, il ne faut pas nécessairement d'abord dormir et puis voir si c'est déjà passé le matin pour ne pas déranger le médecin à 10 h le soir. Je pense que c'est effectivement ça qui nous tient à cœur aussi là, de vous encourager. Et puis, comme tu avais déjà dit, plutôt une fausse alerte une fois de plus que de manquer de pouvoir agir vite ou de prévenir même l'attaque cérébrale si c'était un épisode transitoire. Très bien. Après, il y a aussi des questions qui nous sont posées encore sur l'AVC pour les caillots. Donc, quelqu'un qui a compris qu'il y a des caillots dans le cœur et qui peuvent partir pour le cerveau, mais qui est un peu en doute comment ça se passe pour des caillots dans les jambes, si ça a aussi une relation.
Je regarde déjà Patrick Oui, Michel. bien sûr, c'est les mécanismes, c'est ça. Je vous laisse choisir entre vous. Mais je sais que c'est un topo que tu as beaucoup travaillé dessus. Effectivement, il y a les caillots dans les jambes, dans les veines. Ça fait les thromboses des veines des jambes. Et ceux-là, ils peuvent être dangereux aussi parce qu'ils peuvent monter dans le poumon. Monter dans le poumon et là faire des problèmes respiratoires graves d'un coup et des douleurs de la poitrine. Donc, mais ça fait presque jamais des attaques cérébrales. Pourquoi pas? Parce que pour les caillots qui sont dans les jambes et qui montent dans le poumon c'est comme un filtre qui après protège, si vous voulez, le cerveau. Donc les caillots s'arrêtent dans les poumons, peuvent causer des conséquences graves au niveau des poumons, mais ne montent pas dans le cerveau d'habitude. Après, il y a des caillots dans les artères, dans les jambes, c'est-à-dire les artères qui ont l'athérosclérose, dont Suzette Rémy a parlé. Donc, si on a trop d'hypertension, trop de cholestérol, trop de tabac, les artères peuvent commencer à se boucher un peu partout, dans les artères de la nuque, dans le cerveau, dans les artères de la jambe. Donc, si vous avez des caillots dans les artères de la jambe, vous êtes à plus de risque de faire aussi des attaques cérébrales. Et là, donc, il faut prendre au sérieux des symptômes comme des douleurs inhabituelles des jambes, notamment quand vous marchez, après 5-10 minutes de marche, ça commence à faire mal dans les jambes. Ça pourrait être un signe comme quoi la perfusion, la circulation dans les jambes est diminuée. Voilà, donc il n'y a pas une connexion directe entre les caillots dans les jambes ou dans les bras et les caillots dans le cerveau, avec des rares exceptions, mais c'est quand même des signes d'alerte à prendre au sérieux. Excellent. Donc, après, il y a encore une autre question sur le traitement de l'AVC hémorragique. C'est vrai, on s'est beaucoup concentré sur l'AVC ischémique parce qu'il est plus fréquent d'une part. Et puis d'autre part, peut-être en tant que neurologue, nous, on est un peu plus confrontés avec les AVC ischémiques. Mais je suis sûre qu'il y aura peut-être encore quelques explications sur l'AVC hémorragique. Oui, donc vu que c'est plus rare, on fait moins de recherches et on a jusqu'à ce jour trouvé moins de recettes, moins de traitements. Ce qui marche, c'est numéro 1, de baisser tout de suite la tension artérielle au moment où le patient arrive aux urgences avec une hémorragie. Numéro 2, ce qui marche, si le sang est dilué avec un anticoagulant, justement, qu'on doit prendre pour la prévention d'autres caillots. Et si on saigne dans la tête, de tout de suite donner des antidotes, des médicaments qui arrêtent l'effet de la dilution du sang. Troisièmement, ce qui marche après, c'est quand même d'être pris en charge dans une unité spécialisée d'attaque cérébrale, comme à Fribourg, à Nyon, au CHUV, à Sion, à Berne. Et bien là, avec tous les spécialistes, ça fait une énorme différence. Et la dernière chose qui marche, c'est M. Salamin qui peut le confirmer, c'est après la rééducation qui doit être très spécialisée, très bien organisée, très adaptée à vos besoins. Donc, cette rééducation qui va souvent quand même faire des miracles, des petits et des grands miracles, aussi après une hémorragie cérébrale. Après, il y avait une question très particulièrement pour vous. C'était la question comment on peut suivre votre périple sur les médias sociaux. Donc, je suis sûre que vous pourriez là nous donner quelques informations. Alors, il y a une page Facebook, Right for Stroke, et un site internet, rightforstroke.com, et Instagram aussi, un compte Right for Stroke. D'accord. Donc, je pense là, il y a plein de monde qui sera intéressé de suivre ça, de soutenir ça. Vraiment une initiative, je pense, qui est fantastique et puis qui intéresse effectivement aussi bien les personnes, comment ils peuvent y participer à cette voyage finalement. D'accord. Il y avait aussi la question un peu plus globale, si c'est possible, d'en avoir ces présentations donc, qui ont été bien appréciées. Et puis c'est vrai, parfois on entend ces 10 facteurs de risque et puis après on se rappelle encore des 6 de toute façon qu'on ne fait pas bien. Et puis on se pose la question, quels étaient les autres 4 ? Si j'ai bien compris, effectivement, tout ça, c'est enregistré. Puis vous auriez la possibilité de, encore une fois, regarder tranquillement les présentations, les discussions, les questions dont on a essayé de répondre à la plupart des questions. J'avoue, pour une raison ou l'autre, ma petite tablette ici, elle s'est fermée. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des questions dans la régie derrière nous sur le portable qu'on n'a pas répondu. J'avais l'impression qu'on avait répondu à la plupart des questions et puis surtout à la plupart des différents domaines.
Et puis, du coup, on arrivera gentiment vers la fin de cette présentation, sauf s'il y a encore quelques commentaires de votre part à nous donner comme message clé pour terminer cette séance. Simplement, si vous avez le moindre doute sur un soupçon d'un comportement anormal, 144, même si c'est pour rien, appelez le 144. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Donc j'encourage les gens, s'il y a le moindre soupçon, tirez la langue, levez les bras, si ça ne marche pas, c'est 144. Voilà. C'est le message que je peux faire passer. Excellent, je pense... C'est un très bon message. Un très bon message. Je ne sais pas s'il y a d'autres messages de votre part ou on reste avec ce message clé et aussi le message clé qu'on peut faire tous des petits pas dans notre quotidien pour améliorer le style de vie sans nous gâcher la vie. Donc, j'ai bien retenu ce point là aussi. Donc, alors, je remercie déjà tout le monde ici avec moi pour les présentations, pour l'entretien. Et puis, je remercie encore une fois la Fondation Suisse de Cardiologie d'avoir fait possible cette soirée très active que j'ai bien appréciée. Et puis, surtout aussi vous, à domicile, d'avoir participé, d'avoir écouté, d'avoir animé la discussion par vos questions très pertinentes. Donc, un grand merci et puis une toute bonne soirée.